Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Édouard Tétrault. Bonjour Édouard. Bonjour David. Merci d'être là, essayiste et dirigeant d'entreprise. On parle évidemment de cette liste noire européenne des paradis fiscaux. Est-ce que vous aussi, vous avez été surpris de voir que pas un seul pays européen ne figure sur cette liste, cette blacklist donc des paradis fiscaux établis par l'Union européenne? Est-ce que ça décrédibilise pas un petit peu justement cette blacklist, même si c'est historique, les 28 ont réussi à s'accorder et à pondre cette blacklist, mais il n'y a pas de pays européen dedans. Écoutez, on va peut-être un peu balayer devant leur porte d'abord, non? On va se parler clairement, c'est risible. D'abord, nous avons un sujet avec un président de la Commission européenne qui était Premier ministre du principal paradis fiscal, Jean-Claude Juncker. Du principal paradis fiscal de l'Union européenne pendant, je crois, 18 ans. On ne peut pas faire une union politique, économique, monétaire, diplomatique si on a en son centre et dans ses deux principaux centres financiers un trou noir qui s'appelle le Luxembourg, mais aussi la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, et j'en fais une chronique pour les Échos ce matin. On va en parler. La Grande-Bretagne va porter au pouvoir, dans quelques mois ou au plus tard dans 2 ans, Jeremy Corbyn, à côté duquel Jean-Luc Mélenchon ferait figure de modéré. Un programme de nationalisation va mener la Grande-Bretagne à la ruine. Pourquoi ? Je crois essentiellement parce qu'au cœur de la Grande-Bretagne s'est logé un paradis fiscal qui s'appelle la City de Londres, qui a créé une richesse formidable pour quelques happy few. Et bien à un moment, les pays, les peuples se vengent et de façon spectaculaire. Je crois que nous avons, avec cette liste, l'intention est bonne. Mais oui, quand même, mais on peut quand même souligner, l'intention est bonne. Ils ont réussi à se mettre, les 28 ont réussi à se mettre d'accord. Oui, mais se mettre d'accord pour dire il fait gris aujourd'hui et pour qu'il n'y ait aucun impact et aucune action derrière, c'est absurde. Je crois que c'est quelque chose qui décrédibilise un peu plus, non pas la Commission européenne, mais surtout son président. Je crois qu'il y a un sujet maintenant, Jean-Claude Juncker, disons-le clairement. Nous ne pouvons pas avoir une union politique européenne qui avance, qui survive, si elle laisse en son sein de tels trous. Je rappelle... Donc vous invitez donc les Européens, encore une fois, à balayer devant leurs portes, plutôt comme ça que de mettre à l'index les États pour des pratiques qui existent au sein de l'Union européenne. Il y a des choses très bonnes que fait la Commission européenne, par exemple la concurrence. Nous avons besoin de la Commission européenne pour lutter contre les GAFA, qui sont aussi des grands qui pratiquent le pillage à outrance de nos données, qui évitent, qui n'ont aucun consentement à l'impôt, etc. Donc ça, la Commission européenne, là-dessus, c'est très bien. En revanche, pour les affaires sérieuses, qu'il s'agisse de défense, de sécurité, d'union monétaire, d'union politique et de ce que nous sommes en train de discuter, on ne passe pas par la Commission européenne. Ce sont les pays sérieux et qui veulent construire l'Europe, c'est-à-dire la France et l'Allemagne d'abord, qui doivent y travailler. Et je pense que... Pardon. Oui, mais quel pays européen, selon vous, aurait dû figurer sur cette blacklist? Parce que pour Pierre Moscovici, il n'y a pas de paradis fiscal au sein de l'Union européenne. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a déclaré hier. Et c'est vrai que le Luxembourg vient pour le coup d'interdire le secret bancaire, ils y sont passés. Mais il y a toujours cette pratique fiscale hyper agressive d'optimisation fiscale qu'on retrouve au Luxembourg, mais pas seulement. Je ne ferai pas de commentaire sur la crédibilité de la parole de Pierre Moscovici, qui, je crois, est censé gérer les finances de la Commission européenne, après ce qu'il a fait, ou plutôt ce qu'il n'a pas fait à Bercy en France. Mais cela Il sera avec nous lundi prochain d'ailleurs. Voilà, cela souligne une déconnexion que je crois grave entre une bureaucratie un petit peu hors sol qui nomme effectivement à la tête de l'Union européenne l'ancien patron de son principal paradis fiscal, le Luxembourg. Après, comment voulez-vous... C'est grave ce qui se passe parce que après, si vous laissez ces trous ouverts, vous amenez les Jeremy Corbyn, les Jean-Luc Mélenchon, les uns les autres au pouvoir. À force de laisser s'installer des paradis fiscaux qui font que nous n'arrivons plus à avoir un consentement à l'impôt de tout et de tous, voilà, c'est une affaire très sérieuse. Donc cette liste noire, pour vous, elle est inopérante, elle est inefficace, elle n'est pas crédible, aussi parce qu'il n'y a pas de sanction. Aucune sanction n'est assortie. Nous ne devrions même pas en parler. C'est un non-sujet, sauf qu'il ne fait que montrer à nouveau le caractère
l'absence totale de crédibilité au moins 2 membres de la Commission européenne. Qui doit faire encore une fois le ménage pour qu'on arrête d'avoir une concurrence fiscale à outrance et d'avoir encore une fois des... C'est pas faire le ménage, je crois que la France et l'Allemagne, qui représentent les 2/3 du PIB de la zone euro, qui ont les moyens la France et l'Allemagne ne sont pas loin d'un accord profond là-dessus. Je crois que si nous arrivons à une forme, non pas d'harmonisation fiscale à la virgule près, mais comme au fond, vous savez, il y a eu un serpent monétaire qui a permis, entre deux mondes, de créer l'euro. Vous pouvez aussi avoir la même idée pour la fiscalité en Europe. Borne haute, borne basse, et on converge, et on converge. Ça dépend où on met les Et bornes. en revanche, les anomalies qui s'appellent l'Irlande, qui s'appellent, vous vouliez des noms, la Cité de Londres, qui s'appelle le Luxembourg, qui s'appelle... Ça, il va falloir les traiter. Avant, si nous ne les traitons pas, nous installons des populistes dans tous les pays en Europe. Et ça, j'en veux pas. Justement, vous venez de publier une tribune dans le Figaro en parlant des populistes et vous faites ce conseil, vous donnez ce conseil à Emmanuel Macron en lui disant voilà, il faut renouer avec les oubliés, il faut renouer pour éviter d'avoir un jour un Trump à la française qu'on a du mal à voir aujourd'hui, qui ce serait d'ailleurs. Mais bon. Je n'écris pas des chroniques pour donner des conseils au président de la République. Non, on a compris en creux qu'il y avait un conseil quand même. Non. D'abord, il n'en a pas besoin, il en est extrêmement conscient. On n'embarque pas tout un pays dans une transformation profonde de son économie, sa société, ses structures, si on laisse de côté des franges entières de la population. Donc il y a une conscience claire. Mais il faut voir d'où nous venons. Nous venons d'un pays qui a mis des surprotections pour protéger des rentes dans à peu près tous les endroits. Aujourd'hui, le gouvernement s'attaque avec courage à un fromage qui pour moi est un scandale innommable, qui s'appelle les 34 milliards d'euros de la formation professionnelle, qui sont dilapidés chaque année vers des poches des destinataires qui n'en ont pas besoin. C'est que c'est uniquement marginalement que les chômeurs perçoivent des formations de cette... En revanche, cela fait vivre un aréopage de structures, cela fait vivre ou survivre des syndicats qui n'ont plus aucune légitimité démocratique dans les élections françaises. Bon, il faut s'attaquer à ça, il faut y aller. Et en même temps, si vous me permettez... Et en même temps, oui. Avec quelle mesure sinon? Et en même temps, nous ne pouvons pas laisser de côté, mais ça c'est nous ne pouvons pas être sourds aux demandes de protection raisonnable, protection en termes de sécurité, en termes d'identité, protection en termes d'écologie, protection sociale. Qu'est-ce qui est fait en ce sens aujourd'hui? C'est un vrai équilibre. Il faut d'abord remettre le pays en mouvement et en marche. Nous sortons de 5 ans de François Hollande, c'est-à-dire d'inertie, de 5 ans de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire de comédie, où rien n'a été entrepris, et je passe sur Jacques Chirac et les années Mitterrand. Donc il faut remettre le pays en mouvement, lui redonner confiance, lui donner les Américains disent non pas des quick victories, mais le pari est en train d'être gagné. La machine à créer des emplois, à générer de la richesse repart. Il faut s'assurer... On ne s'en repart pas du fait de sa politique. C'est trop tôt pour juger, encore une fois, des mesures qui entreront en vigueur le 1er janvier 2018. Vous allez un peu vite, là. David, le CICE a été quand même en grande partie inspiré par l'ancien secrétaire général adjoint à l'Élysée, qui est aujourd'hui notre président. Tout comme la surtaxe aussi, sur les entreprises, sur les dividendes aussi, non? Non. Non, ça non. Non, ça c'était... On se croit que les victoires. Mais c'est... si vous voulez, c'est un double défi, mettre en mouvement. Et en même temps, les demandes de protection sont raisonnables. Je ne sais pas si on va pouvoir se parler de robotique, d'intelligence artificielle. Moi, les entreprises que je conseille, je vois venir à court terme des destructions d'emplois assez importantes. À moyen long terme, peut-être de nouvelles créations d'emplois. Mais pour gérer cette transition qui va être vigoureuse, il ne faut oublier personne. Voilà. Et donc les mesures, quelles sont les mesures populaires pratiques qu'il doit mettre en œuvre selon vous? Il y en a une que l'on ne pouvait pas pousser pendant la campagne présidentielle parce que celui qui l'a porté, Benoît Hamon, voulait en faire un droit à ne rien faire, je ne vais pas dire un droit à glander, ça serait injurieux. Le revenu universel. Vous allez dans des villages, dans les zones rurales en France, dans des pays à périphérie,
la réalité de prestations sociales qui permettent de mieux vivre sans travailler alors que l'agriculteur est au bord du suicide parce que c'est dettes, mais qu'il travaille lui, ça on doit le traiter. Comment alors? En faisant le sujet, pour moi, il faut, et il y a 8 présidents de conseil généraux. Vous êtes pour ou vous êtes contre le revenu universel? Moi, je suis pour ce qui marche. Et pour voir si quelque chose... Je ne suis pas pour les grandes idées. Pour voir si quelque chose... On expérimente. On regarde sur le terrain. Comme on dit, hein. Test and learn. Et ce qui ne marche pas, you fix it. Pardon pour l'anglais. Oui. Donc, testons divers schémas de revenus universels. Voyons la forme que cela peut prendre. Je trouve que l'échelle d'une ville, d'un département, ça peut être quelque chose de... Il faut être concret. Et après, apprenons des erreurs, de ce qui ne va pas, de ce qui ne... Je crois que... Vous savez, je viens de passer 10 jours aux États-Unis. Le revenu universel était dans toutes les conversations. Et je vous assure que ce n'étaient pas des dangereux marxistes ou des crypto-communistes qui en parlaient. Nous allons avoir un choc de civilisation avec l'intelligence artificielle, la robotisation de nos économies. Nous ne pouvons pas avoir des millions de chômeurs. Je pense même qu'il faudra changer non seulement les statuts, mais les noms. Bon, vous, c'est intéressant, et on va finir là-dessus, mais c'est intéressant. Vous revenez des États-Unis, Edouard Tétrault. Donald Trump, on dit qu'il est au plus bas dans les sondages, quasi très impopulaire, de façon générale, mais chez ceux qui l'ont élu, il est toujours excessivement populaire. Ça a été, moi, un choc. Moi, quand je l'ai vu élu, et je crois que j'ai dit sur ce plateau, il finirait pas son mandat. Nous aurons une destitution, un impeachment. Cela pourra arriver uniquement si le procureur Mueller trouve un smoking gun, c'est-à-dire une évidence de haute trahison, de parjure, ce qui n'est pas improbable. En revanche, vous avez 2 choses. D'abord, vous avez un socle de popularité. Chez qui? Aujourd'hui, Trump, c'est 38% d'opinion populaire, malgré tout ce qu'il est en train de faire pour détruire l'autorité de son pays, son économie. Les marchés financiers applaudissent la réforme fiscale. Oui. S'ils se trompent, les marchés financiers, écoutez, une réforme fiscale qui exempte d'impôts sur les successions les 0,2% d'Américains les plus riches et qui, dans le même mouvement, taxe les student benefits, alors que vous avez 44 millions... C'est quoi les aides sociales? Les aides aux étudiants. Vous avez 44 millions d'étudiants qui portent une dette de 1500 milliards de dollars. Et ils vont taxer quoi? Vous avez 12%, les benefits, vous avez 12% des étudiants qui sont déjà en retard de paiement de plus de 90 jours. Vous avez 50% des étudiants qui ont renégocié un prêt pour retarder d'1 an les échéances. Vous faites cette réforme fiscale-là, mais c'est un appel à la résurgence des idées communistes aux États-Unis. Nous avons... Et pourtant, les marchés applaudissent. Le marché américain est au plus haut. Là aussi, la décorrélation est intéressante, mais ce qui est important surtout, c'est la popularité de M. Trump. Oui, alors 81% des républicains soutiennent son action. Cela, pour moi, c'est la réalité du monde dans lequel nous vivons. C'est aussi un signal pour la France, c'est-à-dire Donald Trump est aussi l'enfant de Barack Obama. La présidence Obama, c'est une présidence extraordinaire. Moi, j'ai vécu aux États-Unis à ce moment-là. Sorti le pays de l'ornière, il a créé 17 millions d'emplois, il a restauré le crédit moral des États-Unis, etc. Mais il ne s'est pas occupé de la classe moyenne descendante. Quand vous faites ça... Il a été élu, Donald Trump, par cette classe moyenne, justement. Quand vous faites ça, vous déclassée. finissez avec ce monsieur au pouvoir et dans d'autres pays, et qui pourrait rester longtemps et détruire longtemps les fondamentaux de son pays. Il a été élu, comme on dit, par les petits blancs, pardon, entre guillemets, Donald Trump, et pour autant, quand on voit sa politique fiscale, à vous écouter, elle n'est pas du tout destinée, elle ne leur est pas destinée. D'ailleurs, à l'époque, pendant la campagne, il disait l'impôt de l'Américain moyen va baisser, quitte à ce que j'augmente l'impôt des plus riches. Aujourd'hui, on a front renversé, et pour autant, il reste populaire chez cette classe moyenne, blanche, américaine. C'est ça le plus terrible dans la montée des... On a un joli mot qui s'appelle populisme et des extrémismes. Si vous regardez ce qui s'est passé dans l'Allemagne des années 30, la montée du parti nazi, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, quand vous réussissez à capter la colère et la haine d'une partie d'une population qui se sent mise de côté, quand bien même vous faites une politique qui va aller contre ses intérêts,
concret, pratique, vous avez activé cette haine, cette colère, eh bien la popularité peut être durable. Je pense que c'est une vraie alerte pour notre pays. Ce plan fiscal. Voilà, n'oublions pas la classe moyenne descendante, elle est de plus en plus nombreuse. En France. Mettons en marche pour faire gagner et lancer la locomotive France. Ça, c'est la partie de ce contrat-là. Le gouvernement le fait pleinement. Voilà. Ne faisons pas que Barack Obama. Ouais. Et on finit là-dessus, mais ce plan fiscal, il est quasiment acté puisqu'il a été voté au Sénat. Maintenant, les deux chambres doivent harmoniser le texte. On sait que l'Amérique est en fin de cycle, 9 ans de croissance, même si la croissance est plus molle. Ça n'a pas donné un petit coup de boost, un petit coup de booster, un dopant quand même à cette économie américaine? Alors, dans une autre vie, j'étais quand même un peu économiste, analyste, etc. Franchement, c'est une... Ce qui est dingue, c'est que les entreprises elles paieront beaucoup moins d'impôts sur les sociétés. Ne demandaient rien. Disaient, nous c'est bon, ça va. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire exploser les déficits et la dette américaine. Ça ne va pas créer d'emplois. On est déjà au plein emploi aux États-Unis, 4%. Donc le solde de la politique de M. Trump, ça va être d'améliorer sa situation fiscale personnelle et celle de son gouvernement, vous comptez plusieurs milliardaires, d'aggraver les déficits et donc la perte de crédit du dollar, on n'a pas le temps d'en parler. On dit 1000 milliards de dollars sur 10 ans. Ce président est une aubaine pour la Chine de Xi Jinping. Ce président est en train de détruire les fondamentaux de la démocratie américaine et un peu occidentale, éructe de tweet en tweet sur l'Asie, mais plus il le dit, moins il fait les choses, plus la Chine, qui a un agenda bien autre que celui de la démocratie à la Tocqueville, avance. C'est ce monde dans lequel nous vivons. Je crois que la France d'Emmanuel Macron est maintenant assez seule, peut-être avec Mme Merkel, avec l'Allemagne, à porter des valeurs et une dynamique démocratique efficace et non populiste. Puisque nous sommes maintenant seuls, le mot de la fin. La France et l'Allemagne, il va falloir se serrer les coudes et trouver les moyens d'une union encore plus étroite. C'est tout le mal qu'on souhaite évidemment. Ce couple franco-allemand sans qui rien ne peut se faire, ça date depuis longtemps tout ça. Merci à vous. Édouard Tétrault était donc votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama. Édouard Tétrault, essayiste et dirigeant d'entreprise. Merci à vous. Merci.